Madame, Monsieur, bonsoir. Le découpage territorial de 2018 est reconduit pour les prochaines élections locales. Une décision du ministère de l'Intérieur suivie par la CEI. Le débat est-il clos sur la question de la réorganisation du territoire? La semaine également marquée par le retrait de la MINUSMA au Mali. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution. Pour parler de ces deux sujets en 52 minutes, nous recevons nos consultants comme d'habitude, en commençant par Valentin Zawi, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Valentin que nous retrouvons, analyste politique, un autre analyste politique de la maison, évidemment, journaliste éditorialiste, chef du service économie, l'ancien Bakayoko, est avec nous ce soir. Un journaliste éditorialiste est également avec nous ce soir, Félix Boni, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Et nous avons également beaucoup de plaisir à recevoir Jérôme Ndri, journaliste au quotidien Le Nouveau Réveil. Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. C'est une décision du ministère de l'Intérieur que la CEI décide d'appliquer la reconduction du découpage territorial de 2018. David Soyou. Le découpage territorial de 2018 est reconduit. Les élections régionales et municipales du 2 septembre prochain vont se tenir en respectant le découpage territorial de 2018. Information donnée par Émile Potier, porte-parole de la Commission électorale indépendante CEI, le lundi 26 juin dernier au siège de l'institution. Le découpage territorial fait partie des points de discorde qui revenaient régulièrement lors des échanges sur les grandes articulations du code électoral. Justement, selon le porte-parole de la CEI, cette résolution est prise à la demande du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité suite aux préoccupations exprimées par les états-majors des partis politiques et des potentiels candidats relativement aux ressorts territoriaux des communes. Pour le respect scrupuleux de cette reconduction, Bagodo Diomandé s'est entretenu avec les préfets de région pour l'évaluation du fonctionnement des circonscriptions administratives et donner les orientations et les instructions de l'exécutif. Émile Potier a indiqué que la CEI a engagé l'ensemble de ses commissaires centraux et locaux, y compris ses services techniques en exécution de la demande du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Alors, messieurs, quels sont vos commentaires? Je commence par vous, Jérôme Ndri. Merci, Kolo. Moi, je pense que revenir à cette décision était vraiment sage. Parce que l'application de cette loi qui devait rattacher des communes, disons des villages à des communes, a commencé à susciter beaucoup d'interrogations, selon le communiqué même du ministère de l'Intérieur, susciter beaucoup d'interrogations au niveau des populations, au niveau des partis politiques. Pourquoi? Parce que son application semblait un peu suspecte. Pourquoi? Nous sommes à la veille d'une élection, on veut appliquer une loi qui va d'abord mettre en cause le ressort territorial des communes. Parce qu'il y a des villages, par exemple, qui seront rattachés à la commune. Je prends le cas de Gagnoua où 21 villages devaient être rattachés à la commune. Le cas de Boisflé aussi, 6 villages devaient être rattachés à la commune. Et quand on essaie de regarder de près au niveau du ressort territorial, ces villages mettaient en cause ce ressort territorial. Un village qui a 25 km, par exemple, d'une commune qui doit être rattachée, qui n'a pas participé à l'élection passée dans cette commune, vous voyez que ça allait vraiment être difficile. Mais bon, nous, on se demande comment le ministère de l'Intérieur n'a pas mesuré tout le contour de cette loi avant de l'appliquer. Heureusement ou malheureusement, cela a suscité des interrogations. Et pour employer le thème de certains confrères, il y a eu un rétropédalage du ministère de l'Intérieur qui a demandé à ce qu'on puisse appliquer le découpage de 2018. Cela est vraiment sage et ça va créer la sérénité au niveau de ces élections. Félix Boni. Alors, est-ce que vous pouvez en être autrement? Je ne crois pas. Nous sommes aujourd'hui à 2 mois jour pour jour des élections locales et je ne crois pas qu'on pouvait, à quelques mois, quelques semaines de ces élections, entrevoir un nouveau découpage territorial. Et je crois que c'est de bonne guerre que le ministère fasse référence au découpage de 2018 qui a servi déjà à toutes les formations politiques de
de préparer leur liste. Vous voyez que toutes les formations politiques, même celles qui ont des candidats sur l'ensemble du territoire, notamment le RHDP a 201 candidats, ça veut dire qu'ils ne vont pas au-delà des 201 communes qu'on a actuellement. Pareil pour les autres formations politiques qui ont autour de 190. En tout cas, aucune formation politique n'a préparé ces élections sur un découpage nouveau. Donc, on s'attendait déjà à aller avec le découpage de 2018 qui a servi aux élections locales passées et qui va servir à ces élections. Je ne vois pas trop à quoi faire Jérôme, mais la communalisation en Côte d'Ivoire tient compte d'un certain nombre de critères. Densité de la population, une certaine distance, je crois bien que c'est sur 12 km. Donc je ne comprends pas bien cette idée de rattachement de villages au-delà de 25 km, d'autant plus que ces critères existent au niveau de la direction de la décentralisation, au niveau du ministère de l'Intérieur. Et je ne crois pas que le débat sur le découpage a déjà eu lieu et que ce débat aurait pu avoir lieu avant ces élections. À moins qu'on reporte la date des élections, je crois qu'on était déjà parti sur la base de découpage de 2018 et c'est ce qui a été fait. Nancini Bakayoko, est-ce qu'on peut dire que bon, peut-être certains se faisaient un peu peur, sinon c'était déjà réglé la question, peut-être? Moi, je pense que la question était déjà réglée parce que techniquement même, ce n'était pas réalisable. Nous sommes à 2 mois des élections. C'est vrai que l'État, c'est la puissance publique, donc il peut se donner les moyens de faire tout ce qu'il veut. Mais au plan de vue technique, je ne pense pas qu'on aurait pu modifier la configuration territoriale par rapport aux élections régionales et communales qui doivent avoir lieu. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de chat à fouetter. Moi, ce que je regrette simplement, j'ai l'impression qu'une certaine classe politique est en train de chercher à discréditer forcément le processus électoral. Puisqu'on a quitté la question des listes qui sont viciées, le listing qui serait vicié. Aujourd'hui, on va sur le découpage électoral. Je pense que tout ça peut créer des crispations qu'on peut éviter. Donc, je pense que le ministère de l'Intérieur a pris une décision sage. Peut-être qu'il a vu la menace de troubles venir. Donc, il a pris une décision sage pour maintenir le découpage électoral de 2010. Donc, 2018, le découpage qui a servi aux élections législatives de 2018. Donc je pense que c'est un retour à l'ordre et je ne suis pas tout à fait surpris que le ministre Vagondo soit revenu sur sa décision. Ça va garantir la sérénité au niveau des élections qui viennent et puis ça va quand même diminuer aussi la tension qui était en train de surgir déjà par rapport aux critiques qui étaient lancé contre le découpage électoral, dont certains disaient qu'il était en faveur du parti au pouvoir. Bon, maintenant que les choses sont à plat, on va aller maintenant à la peser et là, c'est ça qui est l'enjeu. Valentin Zawi. Quand on parle d'élections justes, transparentes, équitables, crédibles, tout ce qu'on veut, ce ne sont que des mots. Après, dans la réalité, il faut qu'on le ressente. Nous sommes dans un système multipartisan. Une chose est qu'il y ait plusieurs partis, une autre est qu'il y ait des élections dont l'organisation, n'est-ce pas, puisse mettre tout le monde à l'aise. Donc tout ce qui peut être fait pour apporter de la sérénité, tout ce qui peut être fait pour mettre tous les acteurs en présence, en confiance, je pense que c'est une très bonne chose. Parce que j'avoue que moi, cette séquence, je n'avais pas trop bien compris. Comme l'a dit Félix, à 2 mois des élections municipales et régionales, on parle d'un nouveau découpage qui fait que peut-être des gens qui auraient voté pour quelqu'un parce qu'ils croient en cette personne-là, ils ne sont plus rattachés à cette commune. Enfin, ça fait un peu désordre. Donc oui, je pense que ça tombe juste sur le coup du bon sens et on ne peut que s'en réjouir. Mais alors, est-ce que vous pensez, messieurs, qu'effectivement, c'est quelque chose de vraiment fondamental, ce redécoupage, vous dites électoral, peut-être, disons, administratif, et que c'est peut-être lié purement à une question administrative. Peut-être que la question peut revenir. Non, c'est plus électoral plus que administratif. La preuve, c'est que par rapport à l'application de ce décret, la CEI a travaillé sur un autre découpage électoral. Récemment, un communiqué produit par la CEI ce 26 juin demande aux commissaires locaux de revenir
à l'ancien découpage. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui avait été déjà fait à partir de l'application de cette loi. Mais on aurait voulu que cela soit administratif d'abord, avant que ce ne soit électoral. Mais malheureusement, on a commencé par l'électoral avant d'aller à l'administratif. Oui, mais parce que il y a forcément un lien entre le découpage administratif et le découpage électoral. C'est la décentralisation. Intimement lié. Donc, de facto, c'est-à-dire, a priori, c'est administratif. Mais dans tous les cas, une fois qu'on a décentralisé, il va falloir élire des responsables locaux, donc ça devient électoral. C'est pourquoi le politique s'en saisit. Alors, Bakayoko en parlait tantôt en disant que certains pensent que l'autre découpage est en faveur. Il ne faut pas aussi se le cacher. Parce que n'oublions pas que le parti au pouvoir repose quand même sur un grand parti politique qu'on appelle le RDR, qui a quand même le Nord comme bastion original. Et aujourd'hui, quand on regarde le découpage électoral de 2018, ce découpage électoral, si tu prends ce découpage électoral, on a 67 communes pour le Nord. Je donne totalement tous les chiffres, 67 communes au Nord, 59 au Sud, 24 au Centre, 21 à l'Est, 31 à l'Ouest. Quand on regarde déjà, le Nord seul fait déjà pratiquement le tiers de la communalisation en Côte d'Ivoire. Quand on tient compte de la densité, des critères de communalisation, notamment la démographie et la distance, je crois qu'il est impérieux qu'on aille à un nouveau découpage territorial, je dirais territorial, pas électoral, pour qu'il y ait une sorte de justice. Vous avez dit que c'est finalement la même chose, oui, tout à l'heure sur le plateau. Vous avez ramené sur la question administrative. Pour qu'il y ait une sorte de planification équitable de développement, parce que pour moi, à la base, la communalisation est une base de développement. Il faut que la communalisation touche le maximum de populations en Côte d'Ivoire pour que tous puissent en profiter. Je ne vais pas rentrer dans le jeu politique parce que c'est vrai que c'est électoral, parce que pour les politiques, ça leur permet d'équilibrer le nombre de sièges, d'avoir un certain nombre de sièges. Mais moi, je rentre par exemple dans le facteur développement pour dire qu'il faut apporter le développement à la base par la communalisation de l'ensemble, j'allais dire, de toutes les localités qui respectent les critères démographiques et de distance pour que cela puisse être une sorte de justice à la base. Maintenant, si le politique événement se veut en saisir, ça c'est autre chose. Parce qu'on peut communaliser toute la Côte d'Ivoire et cela n'empêcherait pas que un parti qui a les capacités, les moyens puisse éventuellement avoir. Mais ça permettrait éventuellement pour le jeu politique de pouvoir aller à un jeu politique quand même équitable. Ça aussi, il ne faut pas se le cacher. Ouais, mais je voudrais ajouter un peu ce que Félix dit. Il y a un travail qui avait été déjà fait au temps de Gbagbo. Il y avait un décret qui avait été pris en 2010, le décret 2010-233 du 25 août. Malheureusement, ce décret a été annulé, mais lorsque les nouveaux tenants du pouvoir sont venus, ça a été annulé en... On parlait de communes rurales. Communes rurales, on avait 1126 communes rurales, mais cela a été annulé. Bon, on nous dit que c'est sur la base de ce décret-là qu'on devait appliquer le nouveau découpage. Mais bon, on a vraiment, comme l'a dit le professeur Zawi, on n'a rien compris de ça. Est-ce que c'était administratif ou bien c'était électoral? Mais bon, quand on regarde de près, c'était plutôt électoral qu'administratif. Et c'est ce qui a un peu gêné, parce que ça prenait un peu le ressort territorial des communes. Bon, pour ce que je sais, je pense que le ressort territorial des communes, ça part de 5 à 10 ou 12 kilomètres. Mais quand vous rattachez des villages qui sont au-delà de 12 km... Mais est-ce que cela était vraiment possible? Parce qu'il y a le département aussi, peut-être qu'il s'agissait du département, puisque là, on est dans la question peut-être... En fait, il y a des villages qui devaient être rattachés au département, comme il y a des villages qui sont rattachés à la commune. Au niveau de la régionalisation, voilà. Il est impossible de rattacher une localité de 25 km quand même à la commune. La régionalisation, oui. Oui, malheureusement, c'était dans ce nouveau découpage. Il y avait des villages, je vous dis, à Boisflé, il y a un village qui a 25 km qui devait être rattaché à la commune. Bon. Oui, l'enseigné. Bon, Félix Dibi a parlé de... Boni, c'est mon nom. Dibi, c'est mon prénom aussi. Oui. Félix Boni a parlé de coupage qui sera en faveur du Nord. Moi, peut-être je suis idéaliste, mais moi, je vais rester républicain. Donc, je ne suis pas dans le calcul du genre, le Nord serait de tel parti, le Sud, l'Ouest. Non, je vais rester républicain. Maintenant, je veux dire... Les communes qui existent aujourd'hui, les communes qui existent aujourd'hui sont les mêmes communes. Le pouvoir en place n'a créé que 4 communes. Et les 4 communes qui ont été créées, les 3 quarts sont dans le sud. En dehors de Gbeleban, il y a eu Assini qui a été créé, la commune de Ndouzi qui a été créée. Donc je veux dire,
à Tiguacro, tout ça sont potentiellement dans le Et sud. je ne te coupe pas la parole, Et mais ce sont des communes qui ont été créées sur des bases très saines. Il faut comprendre que les banques qui... Ça, c'est un jugement de valeur. Non, je veux dire, non. c'est les... On va dire non, à pas de partir des jugement de valeur, c'est sur la base voilà. des critères de la Des critères communalisation. de la communalisation. Par exemple, Ndoussi est une sous-préfecture qui se retrouve dans une commune, il fallait détacher. Si vous prenez Atiguacro, c'est la même situation. Béléban a une situation exceptionnelle, c'est-à-dire Assini Mafia, il fallait, compte tenu de la démographie et de la population, tout, communaliser Assini. Béléban, pareil, était dans une situation exceptionnelle. C'est une correction qui a été faite. Nul n'est contre cela. Ça répond aux critères. D'accord. Alors, donc, on laisse l'enseigner Tu as terminer. compris mon raisonnement. J'ai dit que tu as laissé entendre qu'il y a un surnombre de communes qui est créé dans le Nord pour favoriser En 2018. notamment le parti au pouvoir. Mais j'ai dit que le parti au pouvoir n'a créé que 4 communes. Sur les 4 communes, il y a 3 qui sont dans le sud, Atiguacro, Assini Mafia et Ndoussi. Seul Béléban est dans le Nord. J'aurais pu comprendre ton aversion si tu avais dit que toutes les nouvelles communes qui ont été créées sont dans le Nord, bastion potentiel du parti au pouvoir. Or, ce n'est pas le cas. Donc, à mon avis, c'est un peu spécieux de vouloir suspecter le parti au pouvoir de créer des communes pour se donner une majorité factice. C'est pas compris. Une majorité factice. Bon, d'accord. Vous allez repréciser. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un redécoupage qui a été reconduit. En réalité, il faut éviter le dilatoire pour discréditer le processus électoral. Parce que je pense que tout ça concourt à ce projet. Donc, le gouvernement est revenu sur le découpage de 2018, qui est une sorte de découpage consensuel, puisque ce découpage, jusque-là, n'est pas fortement critiqué par aucune des chapelles politiques. Donc, je pense qu'ils vont aller aux élections de façon équitable et on va voir celui qui va remporter le plus grand nombre de sièges sans suspecter l'un ou l'autre de vouloir manipuler le suffrage universel pour se porter majoritaire au niveau des communales ou des régionales. D'accord. Valentin, juste un instant. Bonny va préciser peut-être sa pensée et puis C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu aller sur le champ électoral en allant sur le champ du développement. Et je vais rappeler, et en la matière, je crois, Jérôme l'a également rappelé, c'est-à-dire ce découpage qui a été fait bien auparavant, qui a essayé d'ajuster le découpage territorial en Côte d'Ivoire. J'ai dit bien territorial, avant d'être électoral. Territorial, c'est-à-dire apporter le développement par la communalisation en Côte d'Ivoire. Une commune, ça répond à un critère démographique et de distance. Je rappelle ça encore. Et maintenant, quand on va aux élections avec le découpage actuel, pour rappeler les bastions des différentes formations politiques, quelque part, ça arrange un parti politique. Je crois que c'est là se trouve ce débat sur le découpage électoral qui allait jusqu'au dialogue politique, parce que d'aucuns estiment que ce découpage actuel, présent, qui a été fait, pas en 2018, mais avant 2018, ce découpage est en faveur d'une formation politique de la place. Donc, il faut ajuster ce découpage. Vous parlez du découpage de 2013 ? De 2013. Mais c'est pour les municipales. C'est pour les municipales. C'est même c'est pour les élections. politique. Hein. C'est en 2013 que ce découpage a été fait. Et ce découpage n'a pas... avant 2013, il y a eu le découpage de M. Laurent Gbagbo qui a essayé de communaliser l'ensemble, d'ajuster... Le découpage de 2013 n'a pas fait l'objet de contestation. Pourquoi? Est-ce parce que... Est-ce parce que le CNC au RHDP... Non, ça a été fait l'objet de contestation. De qui? C'est pourquoi aujourd'hui, ça fait partie d'un point... Même le président Bédier, dans ses discours, a toujours été allié au RHDP. À l'époque, au RHDP, même dans ses discours, dénonçait ce découpage de 2013 jusqu'à présent. Aujourd'hui, les acteurs politiques sont unanimes qu'il faut corriger ce découpage. D'accord, Valentin d'abord, l'enseignant s'il vous plaît. L'enseignant s'il vous plaît. En fait, Valentin d'abord. Je disais à l'entame de l'émission que nous sommes dans une démocratie avec plusieurs partis politiques. Et qui dit compétition électorale, il faut que tous les acteurs soient en confiance. Et c'est le rôle de la CEI, justement. Son travail doit permettre à tous les acteurs d'être sereins pour aller à cette compétition-là. Donc, toutes les préoccupations qui sont exprimées, il n'y a pas dit que c'est dilatoire, je suis désolé, M. Bakayoko. Les gens, c'est parce que les partis ont peut-être posé ce problème-là qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a senti le besoin de faire cette précision-là. Donc, il ne faut pas minorer les préoccupations des uns des autres. On est dans une logique de dissensus. En démocratie, dans un système multipartisan, on est tout à fait fondé à ne pas penser les mêmes choses.
Mais il y a un minimum pour qu'on aille à la compétition. Donc ça, il faut l'entendre. L'autre point, c'est... Parce que, bon, c'est connu dans toutes les constitutions du monde, et donc la nôtre aussi. Les citoyens sont égaux en droit. Mais il faut aussi condamner ce sens-là. Parce que quand on parle de découpage électoral, et je posais la question en off tout à l'heure, est-ce que c'est même logique qu'une commune comme Cocody, qui a près de 500 000 habitants, qui a un maire, est-ce que c'est aussi logique qu'une commune comme Yopougon, qui a près de 2 millions d'habitants, ait un seul maire? Après, on dira, oui, au niveau du nombre des conseils municipaux, c'est plus important à Yopougon. Mais je veux dire, ça pose déjà un problème. C'est le dysfonctionnement qu'on a. Voilà. Est-ce que dans le nord du pays, avec toute l'affection qu'on a pour nos frères et sœurs du nord, est-ce que, en termes d'effectifs, est-ce que c'est respecter ça? Est-ce que, par exemple, si on dit qu'il faut 10 habitants... Sauf que ce n'est pas le seul critère. Ce n'est pas le seul critère. J'entends bien. Qu'on s'entende d'abord sur ça. Non, mais je n'ai pas fini mon propos, Kolo. Mais c'est pour dire que, effectivement, si il y a des préoccupations par rapport à ça, mais justement, il appartient à nos spécialistes en charge du dossier de venir expliquer, faire de la pédagogie. Déjà, soyons d'accord que le territoire compte. Oui, mais bien sûr, dans ce que je voulais dire. Voilà, donc, il y a la population, donc démographie, et puis il y a la surface. Moi, je voulais ramener quand même au communiqué produit par le ministère de l'Intérieur. Il est dit, précisément dans ce communiqué, que des interrogations et inquiétudes ont généré dans l'opinion relativement au ressort territoriaux des communes par rapport à l'application de cette loi. C'est que le ministère s'est rendu compte que l'application de cette loi allait créer plus de problèmes qu'elle pourrait arranger des problèmes, qu'elle pourrait produire des solutions. Mais nous, la question que nous nous posons aujourd'hui, pour un ministère, pourquoi le ministère ne s'est pas assis avec les spécialistes pour réfléchir à tout cela avant de vouloir appliquer cela? Mais ils ont les spécialistes en leur Voilà, c'est pourquoi nous disons qu'il y avait une visée plutôt électorale, plus que... Est-ce que finalement vous ne prêtez pas d'intention? Non, on ne prête pas d'intention, mais c'est les faits qu'on analyse. Non, je ne suis pas totalement d'accord sur la visée électoraliste, parce que dans tous les cas de figure, le timing, le délai ne permettait pas aujourd'hui. Alors, mais pourquoi vous voulez appliquer alors? Si des politiciens voulaient vraiment ce découpage électoral, je crois qu'ils avaient tout le temps, depuis les élections législatives jusqu'à ces élections locales, de poser réellement ce problème, d'insister sur cette question pour qu'on ait suffisamment le temps de pouvoir réfléchir sur ce découpage. Aujourd'hui, le timing ne le permettant pas, la date des élections étant déjà arrivée, je crois que le ministère avait besoin de trouver une solution. Il est question de trouver une solution. Pourquoi on a ces élections? D'ailleurs, le communiqué précise que ce découpage va se faire après ces élections locales-ci. Je crois qu'après ces élections locales... Donc il y a une nécessité de revenir sur la question. Il y a une nécessité de revenir. Le ministère ne nie pas la nécessité de revenir sur la question. C'est-à-dire l'équilibrage de ce découpage va se faire pour les élections locales à venir. Et je crois qu'à ce moment-là, le travail qui a été fait auparavant, à l'époque, par deux grands administrateurs de la place, Gervais Koulibaly et l'ex-ministre de l'administration du territoire, Bamba Cheikh Daniel, ont fait un travail de fond pour vraiment faire cet ajustement au niveau du découpage. Je dis bien territorial. Je évite la question électorale pour ne pas rentrer dans le jeu politique. Territorial, pour ajuster, pour que la planification du développement touche réellement la grande majorité des populations ivoiriennes. Parce que la communalisation ne peut pas toucher à 100% toutes les populations, mais toucher au moins la grande majorité. Mais justement, c'est ça la question. Si la question devait être évoquée peut-être plus tard, qu'est-ce qu'il faut mettre finalement en avant? La question démographique, la question de la surface. Donc, les critères sont déjà établis, démographie... Ça sera peut-être rediscuté. Et donc, il est bon peut-être qu'on reparte sur des bases beaucoup plus... Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dépolitiser pour qu'on ait un consensus. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux tendances. Il y a certains qui veulent que ce soit exclusivement sur des critères démographiques. Et il y a d'autres qui souhaitent que ce soit exclusivement sur des critères de densité de la population. Non. Il y a d'autres qui veulent que ce soit les deux à la fois. Donc, je pense qu'il faut un minimum de consensus. Mais c'est parce que le débat est forcément orienté politique qu'il pose problème. Donc, il ne faut pas suspecter le ministère de l'Intérieur de chercher à favoriser tel ou tel groupement politique. Je pense qu'il s'agit de l'aménagement du territoire. Merci. Il s'agit pour le mot. Oui, il s'agit de l'aménagement du territoire. Donc, moi, je ne vois aucune suspicion qui soit légitime et qui soit orientée le tout politique. C'est pour ça qu'il faut que les gens, le professeur l'a dit, il faut que les gens se donnent les critères objectifs pour aller sereinement à ces élections. Parce qu'aujourd'hui, moi, comme je le dis et je le répète, je pense que certains veulent forcément créer des crispations artificielles
pour qu'il y ait forcément des problèmes. Bon, on est finalement dans la même suspicion. Je voulais Dans la même dire, au-delà suspicion même que du j'ai critère de repris. démographie et de distance, il y a un autre critère de création de richesse. Je vais rappeler les propos du ministre Kone Bruno à l'époque. Il était porte-parole du gouvernement quand le décret de Gbagbo a été annulé. Il a dit, je cite, « Ces communes n'obéissent à aucun critère en termes de création de richesse pouvant leur permettre de se prendre en charge. » Non, c'est cette non-viabilité qui a fait un troisième critère qui est là, c'est-à-dire la démographie. Mais c'est cette non-viabilité qui a fait que le président actuel, quand il est venu au pouvoir, a rapporté cette décision parce qu'il a estimé que l'espace territorial, qui devait donner, même au conseil régional même, il a dit que cet espace territorial n'était pas économiquement viable et que ça allait être forcément budgétivore par rapport à l'État central lui-même. Donc, il a créé des entités beaucoup plus larges qui, en principe, devraient être économiquement viables, d'où les conseils régionaux et des districts aujourd'hui. Donc, je pense que la communalisation... En termes de compétences, il faut le souligner. Bon, ça, c'est un autre débat. On va rester pour le moment sur je la voulais question. juste dire que non, après, on se perd peut-être dans les conciliations politiciennes qu'on ne maîtrise pas forcément. Les politiques ont le droit d'avoir leur vision, leur conception de la chose, c'est un fait. Après, la question, M. Bakayoko en parlait, on peut aménager le territoire en prenant en compte les incidences, je vais y arriver, que ça peut avoir. On aménage le territoire, là, il a fallu que la CEI suive cet aménagement qui a été fait. Donc, du coup, il y a un chamboulement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le ministère dit non, il ne faut pas qu'il y ait ça crée des problèmes, il faut qu'on revienne au découpage de 2018. C'est ce que j'ai dit. Il faut tout ce qui peut aider à mettre de la sérénité. C'est ce qu'il faut faire. Dans l'intérêt de tout le monde, du pays. Bon, d'accord, c'est peut-être à 2 mois, mais quand on le fera peut-être juste après l'élection du 2 septembre, est-ce que la même question ne va pas revenir là où on parlera de développement? Moi, je pense que c'est des questions qu'il faut aborder en dehors des périodes électorales. Voilà, avec beaucoup de sérénité. Est-ce que vous pouvez dépassionner cette question? Justement, l'aménagement du territoire est une question purement administrative. Il faut dépassionner cette question pour ne pas qu'elle se pose. Il y a des questions qu'on ne devrait pas aborder en période électorale. Parce que lorsqu'on les aborde en période électorale, les politiciens en font leurs affaires personnelles, leurs vaches à l'air, et puis ça devient un problème. Alors que ces questions doivent être abordées tranquillement. C'est comme la question de la révision de la liste électorale. Ce n'est pas une révision qui doit se faire en période électorale. Il y a des dispositions qui sont prévues pour que la révision se fasse de façon mécanique. La délivrance des pièces d'identité, tout ça, ce ne sont pas des choses qui doivent se faire en période électorale. La loi dit chaque année. Il faut que ces choses se fassent en dehors des périodes électorales pour qu'on ne politise pas tout dans ce pays. L'aménagement du territoire est du ressort de l'État et ceci doit être un travail aussi simple et banal pour le développement du pays, non pas pour aller forcément aux élections. Trop de politique tue la politique. D'accord. Alors, messieurs, on a vraiment fait le tour sur cette première question et on va suivre l'évolution de l'actualité concernant évidemment cette élection locale. On va sortir du pays. Il y a la MINUSMA qui quitte le Mali 10 ans après. La mission onusienne a 6 mois, pour plier bagages et transférer ses compétences. Que vous inspire cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU? On en parle avec Davis Oyo et on se retrouve juste après. Le découpage territorial de 2018 est reconduit. Les élections régionales et municipales du 2 septembre prochain vont se tenir en respectant le découpage territorial de 2018. Information donnée par Émile Epotier, porte-parole de la Commission électorale indépendante CEI, le lundi 26 juin dernier au siège de l'institution. Le découpage territorial fait partie des points de discorde qui revenaient régulièrement lors des échanges sur les grandes articulations du code électoral. Justement, selon le porte-parole de la CEI, cette résolution est prise à la demande du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, suite aux préoccupations exprimées par les états-majors des partis politiques et des potentiels candidats, relativement aux ressorts territoriaux des communes. Pour le respect scrupuleux de cette reconduction, Vagondo Diomandé s'est entretenu avec les préfets de région pour l'évaluation du fonctionnement des circonscriptions administratives et donner les orientations et les instructions de l'exécutif. Émile Brotier a indiqué que la CEI a engagé l'ensemble de ses commissaires centraux et locaux, y compris ses services techniques à l'exécution de la demande du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est désormais acté. Le Conseil de sécurité de l'ONU met fin à la mission des cartes bleues au Mali. Un départ demandé par Bamako.
casques bleus et policiers de la MINUSMA disposent de 6 mois pour quitter le Mali. À partir de cette décision de l'ONU prise ce 30 juin 2023, dorénavant la MINUSMA n'a plus mandat d'accompagnement politique ou d'enquête en matière de droits humains. Elle n'a plus le droit également de protéger des civils. Pour rappel, le gouvernement malien avait toujours qualifié d'échec cette force de maintien de la paix sur son sol. À travers un communiqué, le gouvernement de transition dit avoir pris acte de la décision onusienne et entend respecter ses engagements. Selon les spécialistes, ce départ de la MINUSMA pourrait fragiliser davantage le Mali vis-à-vis des attaques terroristes, d'autant plus qu'au même moment, le maître du Kremlin envisage dissoudre Wagner, l'armée privée qui a un contrat de formation et de protection du territoire malien avec le gouvernement de Bamako. Depuis l'annonce de cette dissolution par Vladimir Poutine, les experts s'interrogent sur les répercussions dans les zones d'intervention du groupe Wagner, principalement en Afrique, où est basé de nombreux combattants. Même si le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est opposé rassurant en ce qui concerne le Mali et la République centrafricaine, le nouveau statut flou du patron de Wagner, déclaré persona non grata en Russie, pourrait tout de même faire vaciller certaines positions de son groupe d'armées dans certaines zones d'intervention. Alors, messieurs, parlons d'abord de la MINUSMA qui quitte le Mali. La décision, évidemment, est diversement appréciée. J'imagine que sur ce plateau aussi. Quel est votre avis, Jérôme? Oui. Bon, ce retrait de la MINUSMA aura certainement des incidences. Selon le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, il a indiqué que la MINUSMA avait échoué au Mali. C'est vrai. On peut dire que la MINUSMA a échoué, mais cette présence de ces 12 000 hommes au Mali était persuasive quand même. C'est-à-dire ça soutenait quand même l'armée malienne dans la lutte contre le djihadisme. Demander au MINUSMA de quitter de façon très rapide, parce qu'il faut le rappeler, je voulais rappeler que le retrait de façon traditionnelle se fait sur 2 ans. Mais là, c'est en 6 mois que ce retrait se fera. Quelle incidence ça aura? Certainement, ça aura une incidence dans la lutte contre le djihadisme. Félix Bonny. Pouvait-il en être autrement? Je commence encore par une autre question, d'autant plus que les faits et gestes, les différentes paroles, tout ce qui a précédé déjà montré que la MINUSMA, le Mali allait demander le retrait immédiat de la MINUSMA. Ça a commencé d'abord par les passes d'armes depuis la 77e Assemblée générale de l'ONU, ce discours que le porte-parole à l'époque, Premier ministre par intérim, Abdoulaye Diop, a eu au siège des Nations Unies. Ensuite, le départ même du porte-parole de la MINUSMA, M. Selgado, qui a été également chassé. Ensuite, il y a eu les enquêtes sur Noura, le massacre de Noura et les réactions des Maliens qui estiment que c'est un rapport faussé parce que la MINUSMA essayait de mettre un peu en difficulté, j'allais dire, pour eux, la MINUSMA fait du montage de rapports pour essayer de discréditer le pouvoir. Donc, depuis un moment, les dirigeants maliens sont déjà dans cette logique, un peu comme la même logique du départ de la force Barkhane du Mali. Pour eux, la MINUSMA n'apporte rien. Et le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a été clair. La MINUSMA est devenue partie à la crise. La MINUSMA manipule les populations civiles. C'est comme ça que les dirigeants maliens, pour eux, cette MINUSMA n'a plus sa place au Mali. Alors maintenant que la MINUSMA est partie, est-ce qu'ils ont pris, puisqu'ils ont demandé le départ immédiat de la MINUSMA? Quand quelqu'un demande le départ immédiat d'une force censée être une force tampon par rapport à une situation de belligérance, je suppose qu'ils ont pris les dispositions pour éventuellement remplacer cette force. J'écoutais une fois le président malien qui parlait en bambara, mais qui a été quand même traduit. Et comme je comprends un peu aussi la langue, j'arrivais quand même à percevoir la traduction qui n'est pas biaisée, qui disait qu'ils ont ces forces-là avec eux, là, mais parfois des gens quand même arrivaient à les attaquer. Depuis un moment donné où ils ont acquis du matériel maintenant pour contrôler, ils n'ont plus besoin de ces gens. Avant, leurs soldats allaient pour mourir face à des belligérants qu'ils ne voyaient pas et dont les autres étaient les seuls capables de pouvoir appréhender. Désormais, on n'a plus besoin de se déplacer avec nos troupes pour aller les faire mourir. On a des moyens pour anticiper et attaquer nos ennemis. Est-ce qu'ils ont les moyens effectivement pour assurer cette zone tampon? On va voir la suite. L'enseignant Bakayoko. Bon, moi, je ne suis pas surpris outre mesure. Je m'y attendais.
En réalité, c'est une décision d'orgueil, mais c'est une décision aussi opportuniste. Parce que moi, je l'ai dit, l'objectif de tous ces manèges, c'est de se maintenir au pouvoir. Les dirigeants maliens veulent organiser des élections à huis clos à leur convenance qui va garantir leur maintien au pouvoir. Et je l'ai dit, toutes ces manœuvres qui ont consisté à chasser Barkhane, à chasser tous les regards inquisiteurs au sein de la République du Mali, tout ça n'a qu'un seul objectif, garder le pouvoir par devers la junte. Donc, je ne suis pas surpris. Parce que quand je regarde, je me demande comment ça a pu se faire immédiatement. Je pense que là, le Mali ne parle même pas à la protection même de sa République, ne parle même pas à lui-même en tant que République. Les dirigeants maliens parlent à leur peuple, ils parlent à la population, parce qu'ils sont dans une situation d'orgueil où il faut contenter la population pour dire, voilà, nous faisons face à la communauté internationale, question de détourner sur les vrais enjeux. Vous avez vu, le référendum est terminé, le référendum n'a pas été organisé dans la quasi-moitié du territoire. Quelle est la crédibilité d'une telle élection qui, les chiffres officiels parlent de 39%, moi je m'en tiens à ça, sinon des chiffres et des sources de la société civile parlent d'à peu près moins de 30%. Mais ils ont essayé de gonfler un peu le chiffre pour en faire 39%. Ça veut dire que les résultats qui sont sortis de ce processus électoral ne sont pas légitimes. Je veux ajouter que le départ de la MINUSMA ne garantit pas la sécurité au Mali. Peut-être que le Mali compte sur Wagner, mais peut-être on va en reparler tout à l'heure. On va en reparler. Mais je voudrais dire aux autorités maliennes qu'en Haïti, la MINUSTA a quitté précipitamment le territoire comme ça. Aujourd'hui, il n'existe pas d'État en Haïti. Tout le monde le sait aujourd'hui. Depuis le départ de la MINUSTA, il n'y a pas d'État en Haïti. Donc je crains que le Mali ne se soit foutu le doigt dans l'œil, excusez-moi de l'expression, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que le Mali ait les moyens opérationnels de faire face aux djihadistes. C'est vrai qu'ils ont reçu quelques équipements militaires venus de la Turquie, de la Chine et de la Russie, mais ce n'est pas que ça. La MINUSMA était une sorte de force d'interposition et de force de dissuasion qui empêchait aujourd'hui les djihadistes de descendre vers le sud. Mais aujourd'hui, les djihadistes vont prendre du poids de la bête puisqu'il va sans dire qu'il y a une colonne vertébrale qui sera cassée avec le départ de la MINUSMA, parce que moi je ne suis pas convaincu que les 1200 soldats de Wagner qui sont stationnés au niveau de Bamako pourront régler le problème et pourront se substituer valablement à la MINUSMA. Valentin Zawi. Non, moi j'observe qu'en règle générale, quand il y a une crise dans des pays francophones, c'est la France qui portait les résolutions au niveau de l'ONU. Le Mali, depuis 3 ans, est dans une démarche de s'autodéterminer. C'est leur option. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais ils estiment qu'ils veulent grandir, ils veulent se prendre en charge. C'est le Mali qui demande que la MINUSMA se retire, part du pays. Bon, l'ONU a donné droit à leur requête. À la suite de ce qu'a dit M. Bakayoko, ouais, il faut espérer qu'on ne soit pas dans une logique propagandiste. C'est bien de parler à son peuple, mais est-ce qu'en réalité, le Mali a les moyens de sa politique? Il faut l'espérer. Parce que c'est quand même un pays qui est occupé par des djihadistes, il y a un problème de sécurité endémique. Est-ce qu'ils ont pris les dispositions? Est-ce qu'ils savent où ils vont? Bon, on l'espère pour le peuple malien, parce qu'autrement, ce serait vraiment dramatique. Alors, monsieur, justement, sur peut-être ce Mali qui, pour certains, est en train de s'isoler, mais le Mali peut-être compte aussi sur des partenaires comme Wagner. Wagner, avec sa situation en Russie, peut-être la dissolution à venir, vous pensez que ça aura un impact sur les activités de ce groupe privé militaire, notamment au Mali, Jérôme? Quand on écoute le ministère, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, apparemment, les activités de Wagner, ce qui s'est passé en Russie n'aura pas d'impact sur les activités de Wagner en Afrique. Il ne faut pas l'oublier, Wagner suivait quand même les intérêts de la Russie en Afrique. Et la Russie a train de faire une percée au niveau de l'Afrique. Et Wagner fait partie de ces bras séculiers qui vont permettre à cette Russie-là de faire cette percée-là. C'est vrai que... Une percée, vous voulez dire quoi? Non, au niveau de
des territoires africains où la Russie veut faire son entrée, par exemple en termes d'investissement et de... Parce que la Russie a déjà des investissements en Non, si, au Mali. je parle de... Il faut dire que chaque pays a les grands pays ont des précarés. La France, quand même, a des précarés en Afrique, le Mali, la Côte d'Ivoire, ça c'est Une sorte de partage du territoire. Voilà, le partage du territoire. Mais le Mali, aujourd'hui, est dans une logique de guerre froide avec certains pays occidentaux. Il ne faut pas l'oublier, notamment la France. Et cela, le Mali se tourne aujourd'hui vers la Russie. Et à travers Wagner, qui est au Mali, les 1200 personnes, c'est vrai, Bakayoko dit que est-ce que ces 1200 personnes vont se substituer à la MINUSMA? Pas vraiment. Mais il ne faut pas l'oublier qu'aujourd'hui, le Mali est dans une option, c'est de diversifier ses partenaires et surtout d'avoir comme un partenaire privilégié la Russie. Donc, la dissolution, je ne dirais pas dissolution parce que c'est Poutine. C'est l'annonce de Poutine. Une annonce de Poutine, puisque, à contrario, son ministre des Affaires étrangères a dit que Wagner pourrait poursuivre ses activités en Afrique. Mais cela n'aura pas vraiment d'impact en Afrique, selon moi. Félix Boni. Je reviens rapidement sur ce que Walter a dit tantôt en parlant de la France qui prend les résolutions par rapport à ses précarés à l'ONU. Je crois que c'est l'une des raisons qui a motivé certainement le Mali à demander le départ de la MINUSMA parce qu'effectivement, l'ambassadeur français, tout ce qui est décision à l'ONU est rédigé par l'ambassadeur français et généralement c'est adopté et c'est ce qui passe par rapport à tout ce qui est pays francophone en crise. Alors en ce qui concerne Wagner, je retiens le mot bras séculier. Bras séculier, Wagner est un bras séculier de l'État russe. Wagner en Afrique, c'est un bras séculier de la Russie. Sinon, je ne comprends pas que le ministre des Affaires étrangères puisse, en tant que ministre des Affaires étrangères, autorité, parler de Wagner pour dire qu'il n'y aura rien, il n'y aura pas de souci. Et pour ma part, je pense qu'il n'y aura effectivement pas de souci parce que ce sont quand même des mercenaires. Des mercenaires, c'est des gens qui font du pay yourself, c'est-à-dire qu'ils se payent sur le terrain. Donc, les moyens pour se payer sont déjà sur le terrain. Et ces personnes-là, je ne les vois pas en train de retourner éventuellement en Russie pour ne pas avoir les prébendes de la guerre, je ne voudrais pas dire les butins de guerre qu'ils recherchent ici. Donc, du coup, ils vont continuer à mener leur mission. Sont-ils 1200 au Mali ou pas? Ça, c'est ce que les médias francophones, pour ne pas dire occidentaux, nous donnent. Quel est leur impact dans la résolution de la crise au Mali? C'est ce que les médias francophones nous donnent. Pour l'instant, les soldats maliens montrent que, par leurs propres moyens, ils étaient de stabiliser leur pays. Et j'insiste encore sur un terme, départ immédiat de la MINUSMA. Alors, quand on demande le départ immédiat, c'est qu'on est préparé pour. Et j'espère effectivement que l'armée malienne, puisque ce sont des militaires qui parlent, est vraiment préparée pour suppléer l'absence de la MINUSMA et qu'avec leurs camarades, ceux qu'ils appellent ces instructeurs, ils ont pris les dispositions pour que Kidal, Gao et toutes ces villes-là ne tombent pas demain aux mains des djihadistes dont on ne connaît pas aussi l'origine de l'armement et la capacité en termes de puissance de feu face à l'armée malienne. Que peut faire Wagner comme partenaire pour le Mali? Est-ce qu'on peut faire fi de la situation de Wagner en Russie? Prigojine, qui est pratiquement introuvable, annoncé en Biélorussie. Les éléments de Wagner qui sont appelés à rejoindre l'armée régulière. Quel est l'impact dans cette situation sur des pays comme le Mali, Lanciné? Moi, je ne comprends pas la naïveté des pays africains, notamment le Mali et la Centrafrique, dans cette affaire. D'abord, je note la duplicité du Kremlin dans cette affaire. Au début, le Kremlin nous avait dit que c'était une relation commerciale entre un opérateur privé et des États et qu'il n'avait rien à voir dans cette opération de Wagner en Afrique. Alors, je ne comprends pas pourquoi, pour un problème qui a lieu au sein de Wagner, je n'ai pas entendu qu'il y a eu une assemblée générale pour changer les dirigeants de Wagner et c'est la Russie, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, qui commence à replacer les pions au niveau de la hiérarchie militaire de Wagner. Cela. Donc, je considère que Wagner ce sont des supplétifs de l'armée russe, mais ce que je regrette davantage, beaucoup pensent qu'en sortant du giron français, ils sortent de l'esclavage, mais aujourd'hui, plus qu'une force impérialiste, Wagner et la Russie est en conquête territoriale. C'est aujourd'hui une force d'occupation qui est sur le continent africain. Parce que c'est vrai qu'ils font des affaires, mais ils sont en train d'occuper le territoire africain pour en faire des bastions, exactement comme les Européens l'ont fait. Je ne comprends pas cette naïveté des Africains qui ne comprennent pas cela.
En Centrafrique, ils ont deux activités. Ils exploitent les mines d'or de la Centrafrique, les mines d'or de Ndassima, les mines d'or de Gaga, les mines d'or d'Alindao. Est-ce que les médias occidentaux... Non, je suis en contact. Non. C'est un seul regard. Mais quelles sont vos sources alors? S'il vous plaît, il ne faut pas nous réduire. On vous passera la parole au fur et à mesure, s'il vous plaît. Comme les pays, S'il vous plaît, en dehors des médias occidentaux, vous avez d'autres sources. Absolument, oui. Vous allez les donner tout à l'heure. Peut-être que vous abreuvez uniquement des sources. Nous avons des sources locales en Centrafrique, à Bangui. Ah bon? Oui, bien sûr. Nous sommes en contact avec des gens à Bangui. Donc j'imagine que forcément vous avez des Nous avons des sources locales présentes en Centrafrique. Aujourd'hui, les troupes de Wagner, leur deuxième activité, c'est quoi? C'est de contrôler Bangui et ses mines. Aujourd'hui, les troupes de Wagner contrôlent Faustin Archange-Touadéra, qui est le chef de l'État. C'est eux qui assurent la surveillance de Félix Moloa, qui est le Premier ministre. Et c'est eux qui assurent la surveillance de Claude Rameau-Bureau, qui est le ministre de la Défense, qui est d'ailleurs le bras séculier du représentant local de Wagner à Bangui. Ils y sont avec l'accord des autorités centrafricaines. Vital Perlis. Mais il a parlé du président. Du président Touadéra. Il est le bras séculier du représentant local de Wagner à Bangui, Vital Perlifef. Donc je veux dire, nous ne fions pas uniquement aux informations qui proviennent de Paris ou de Valentin Washington. en parlait tout à l'heure. C'est peut-être un partenariat qui est mutuellement gagnant. Et même au Mali, ce sont les mêmes mines qui sont exploitées. Les mines d'or de Yatela, de Sadiola, ce sont ces mines-là qui sont aujourd'hui exploitées par les troupes russes. Est-ce que ce n'est pas sur la base? On va donner la parole à Valentin. Les Russes sont en guerre d'occupation, ils sont en guerre de conquête, de reconquête de l'Afrique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas encourager. Oui, et ça se fait peut-être sur fond de partenariat, j'imagine gagnant-gagnant. Jérôme, s'il vous plaît. J'écoute M. Bakayoko et Jean Souris. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Sous les cieux. Il y a eu l'Irak, les Américains qui étaient sur le terrain, c'est des mercenaires. La France, pendant longtemps, il y a eu Bob Denard, il y a eu d'autres... Je dis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a les pays, on a des règlements constitués, et il y a toujours des forces paramilitaires. Cette collusion de Wagner avec la Fédération russe, il suffit juste de regarder pour savoir qu'elle est établie. Donc aujourd'hui, il y a eu un problème et que le ministre prenne sur lui, mais ça en dit long sur la collision qui ne date pas d'aujourd'hui. Quand le ministre Sergei Lavrov vient rassurer les partenaires africains pour dire non, ne vous en faites pas, Wagner, il n'y a aucun problème, les choses vont continuer comme de tout temps, ça veut dire que Wagner sur le terrain défend bien les intérêts extérieurs de la Russie. Mais Valentin, quand la source est déséquilibrée, oui. Quand la source est déséquilibrée, la suite, ça peut donner quoi? Ce rififi qu'il y a, évidemment, en Russie, avec Wagner et son patron qui a disparu. Oui, quand c'est comme ça, quel est l'impact sur l'activité? C'est ça qu'on parle. Il y a eu... Oui, mais c'est une déclaration. Evgeny Prigogine, à un moment, enfin, il y a eu une rébellion. Apparemment, les choses sont rentrées dans l'ordre. Apparemment, je ne suis pas là-bas, mais ce qui est dit. Et le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie prend publiquement la parole pour dire, c'est vrai, il y a peut-être un incident, mais ça n'a aucun effet avec les relations que nous avons avec les pays. C'est qu'il y a de... D'accord. Et juste après, il y a Poutine qui annonce la dissolution. Le ministre des Affaires étrangères a salué la décision du Mali de faire partie de la MINUSMA. Il a salué cette décision. C'est évident. Bien entendu. Valentin posait la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau pour moi, c'est que les pays concernés ont pris pour prétexte que la France est en train de décimer leurs richesses et qu'ils veulent de nouveaux partenariats gagnant-gagnant. Or, ce que je vois aujourd'hui, c'est que nous avons un partenaire particulièrement rapace qui est en train de pressurer l'ensemble des richesses de ces pays. Et donc, je vois qu'il y a... C'est de ça qu'il s'agit. Bon, d'accord. La Russie n'est pas mieux que l'Occident. Je veux dire, c'est la même chose. Si les Maliens trouvent pour leur compte, si les Centrafricains trouvent pour leur compte, ben gloire à Dieu. Félix Boni. Des hommes qui demandent d'avoir un partenariat gagnant-gagnant, s'ils estiment que c'est ce partenariat qui convient pour leur pays. Oui. Mais ils n'ont pas dit qu'ils vont se mettre sous le joug de la Russie. Non, mais ils le sont. Aujourd'hui, ils ne se défait pas, mais ils sont sous le joug de la Russie. Ne se défait pas d'une puissance coloniale, j'allais dire séculaire. Qui veut? C'est ça. Et tous ceux... Alors la France est établie en Afrique et en Afrique francophone, dans les pays francophones. Quand tu me parles des Russes qui protègent le président français, centrafricain, le Premier ministre et tout autour, je le dis bien, la France est une puissance militaire. Alors ne se défait pas de la France qui veut. Le président, j'allais dire,
centrafricain, s'il estime qu'il est en danger, en prenant cette option de s'affranchir de la France, qu'il faut se faire protéger par des gens au-delà peut-être de sa garde rapprochée immédiate, qui peut être infiltré, alors c'est lui qui juge de l'opportunité de sa sécurité, du niveau de sécurité. Et le mercenariat n'a jamais rien réglé. Le mercenariat existait aussi en France. Le président Ange-Félix Patassé. Bob Denard, c'était pas un russe. Le président Ange-Félix Patassé, pour ce qui concerne la Centrafrique, avait fait appel à des mercenaires, notamment ceux de Jean-Pierre Bemba. Ça n'a pas fonctionné, il a quitté le pouvoir. François Bozizé qui est venu, s'était attaché les services des mercenaires sud-africains. Ça n'a pas marché. Donc si aujourd'hui... À la différence que... Je ne vois pas si on pourrait avoir la parole. La Russie a donné... Boni va terminer. À la différence qu'il y a un nouveau discours qui prospère actuellement sur le continent africain par rapport à la présence de la France. Présence, je dirais même envahissante de la France sur le côté sur l'Afrique. Aujourd'hui, tous les pays, il n'y a pas eu que la France qui a eu des colonies en Afrique. Où sont les autres? L'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Où sont les autres? Aujourd'hui, il y a un nouveau discours, il y a une nouvelle prise de conscience des Africains, il y a un nouvel état d'esprit qui est en train de s'instaurer. Et c'est dans cet état d'esprit que certains ont estimé, vu la crise que nous avons dans nos pays, de se faire aider par d'autres personnes. Il y a eu la France au Mali pendant 9 ans. Qu'est-ce qui a changé? Mais je crois qu'en quelques années, en quelques mois, il y a une avancée. Même si la constitution a été faite à un certain niveau... Entre le Mali et la Centrafrique, montre-moi la ville qui a été reconquise. Dis-moi, je veux que je le Le nombre de morts au Mali, je crois, aujourd'hui, a commencé à baisser. Même au niveau du Burkina, le nombre de morts, c'est vrai qu'il y a eu quelques morts ces derniers temps. Mais plus de 40 morts cette semaine au Burkina. Bon, avec Valentin, on va terminer. Il faut dire qu'il y a moins de communication. Il y a moins de communication qui sont... S'il vous plaît, on a terminé. Malheureusement, les médias Félix et Lanciné. Valentin. Non, c'est juste une question que j'ai envie de poser à M. Bakayoko. Est-ce que oui ou non, les autorités centrafricaines et maliennes ont le droit de prendre les décisions qu'ils estiment bonnes pour leur pays? Bon, je pense que Lanciné va répondre en 15 secondes, vraiment, parce que c'est terminé. Oui, les autorités maliennes et les autorités centrafricaines ont le droit de s'autodéterminer, mais je pense que leurs décisions peuvent avoir un impact sur nous, sur la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous ne sommes pas indifférents. Pour le cas du Mali, je crains un déferlement humain sur la Côte d'Ivoire. Voilà notre inquiétude. Ah d'accord. Voilà. On n'a pas encore vu ce déferlement. Jusque-là. D'accord. Bon, donc c'est une situation qu'on va suivre, messieurs. Alors. Oui, messieurs, merci pour ce soir, c'est terminé. Lanciné Bakayoko, Félix Boni, Jérôme Dri, Valentin Zawi. Merci de nous avoir suivi l'émission réalisée par Alain Poka. Merci à toutes les équipes techniques autour. Restez sur RT1 tout de suite, le journal des 20h. Retrouvez-nous également via votre abonnement TMT, le kit de la télévision gratuite déployé par la société IDT sur l'ensemble du territoire national à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.